L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence M. Mohamed Irfan Ali, président de la République coopérative du Guyana. J'ai pris le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite maintenant à prendre la parole. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis, je félicite très sincèrement Madame la Présidente à l'occasion de son élection à la tête de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je tiens aussi à remercier du fond du cœur son Excellence, Monsieur Philémon Yang, du Cameroun, qui s'est distingué à la tête de l'Assemblée générale, qu'il a pilotée de main de maître lors de sa 79e session. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 80e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies, nous nous retrouvons à la croisée des chemins. Cette organisation, notre organisation, a obtenu de beaux résultats. Elle a donné naissance au droit international, promu le développement et les droits humains, réglé des différends, apporté aide humanitaire et contribué aux avancées de l'autodétermination et de l'indépendance. 8 décennies durant, nous avons su travailler ensemble pour le bien commun. L'ONU est passée de 51 États membres en 1945 à 193 aujourd'hui. Elle est devenue l'organisation numéro 1 du multilatéralisme. De fait, il est difficile d'imaginer notre monde sans l'Organisation des Nations unies. Et pourtant, comme c'est la coutume, lors des anniversaires, nous devons faire le bilan, faire le point, en toute honnêteté. À 80 ans, où en sommes-nous aujourd'hui ? Les conflits font rage de par le monde. Les tensions géopolitiques s'intensifient. L'insécurité alimentaire empire. Les déplacements vont croissant. Les droits humains sont bafoués. Et les changements climatiques menacent les vies et les moyens de subsistance de nombre de nos concitoyens. Les objectifs de développement durable sont en péril par des ressources consacrées au développement qui s'amenuisent. Les dépenses consacrées au maintien de la paix, elles aussi, diminuent, alors que les besoins humanitaires explosent. Parallèlement, les dépenses militaires en 2024 ont connu leur embardée la plus marquée sur base annuelle depuis la guerre froide. Monsieur le Président, la noble mission de l'ONU, maintenir la paix et la sécurité internationale, sonne creux si l'ONU autorise le droit du plus fort, la loi du plus fort. Pour rester fidèle à sa charte, l'Organisation des Nations unies doit veiller à ce que la survie et les progrès de l'humanité ne soient pas relégués au second plan derrière les ambitions des puissants. La volonté collective des membres de notre organisation doit se retrouver dans ses institutions et ses structures de gouvernance, y compris au Conseil de sécurité. En la matière, alors qu'à la fin de cette année, notre pays va quitter le Conseil de sécurité, j'aimerais remercier toute l'équipe du Guyana et notre représentante permanente pour un travail remarquable. Et c'est précisément lorsque les idéaux des Nations unies sont mis à l'épreuve par des réalités terribles que nous devons collectivement agir pour défendre la charte et le droit international. À l'heure actuelle, une ombre s'étend à l'horizon de cette 80e session de l'Assemblée générale. Le génocide perpétré en Palestine, l'annexion de territoires ukrainiens,
la persécution dont sont victimes les femmes en Afghanistan, la catastrophe humanitaire qui ravage le Soudan, des violences barbares entre bandes armées en Haïti, la hausse de la criminalité transnationale organisée, les trafics et les migrations illégales. Tout cela alors même qu'émergent aussi de nouveaux défis, la cybercriminalité, le cyberterrorisme et la pandémie de la désinformation et de la mésinformation, accompagnée par l'utilisation des réseaux sociaux à des fins malveillantes. Monsieur le Président, alors que nous condamnons une nouvelle fois les attaques perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et que nous appelons une nouvelle fois à la libération immédiate et sans condition de tous les otages, les actions d'Israël, depuis longtemps, ne peuvent plus prétendre relever de la légitime défense. Ce n'est pas une guerre, c'est une extermination de masse, un massacre systématique et le déplacement systématique d'hommes, de femmes et d'enfants palestiniens. Ceux qui échappent aux bombes et aux balles sont condamnés à mourir à petit feu, sans accès à l'alimentation, à l'eau, sans espoir. C'est un crime de guerre. La communauté internationale ne doit pas rester paralysée alors qu'un peuple tout entier est anéanti. L'impunité ne doit jamais pouvoir triompher face à la justice. Nous devons agir de toute urgence pour faire cesser ce génocide, pour que les otages puissent rentrer chez eux et pour accélérer les efforts pour une solution à 2 États. Nous appelons le Qatar, l'Égypte et les États-Unis à poursuivre leurs efforts à cet égard. Et ce n'est pas tout. La situation en Ukraine continue de nous préoccuper au plus haut point. Le Guyana appelle de nouveau à ce que cesse la guerre entre la Russie et l'Ukraine et réaffirme son appui à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Dans le même esprit, la communauté internationale doit agir avec détermination vis-à-vis du dossier haïtien. En Haïti, la violence des gangs, les déplacements, les pénuries de denrées alimentaires et de médicaments ont poussé la nation tout entière dans le désespoir. Restaurer la sécurité est la priorité absolue. Il faudra notamment pour cela faire appliquer de façon scrupuleuse l'embargo sur les armes et apporter un appui robuste à une mission autorisée par les Nations Unies. Sans un financement humanitaire urgent et sans processus politique par et pour les Haïtiens, hélas, la stabilité restera un mirage. Nous devons nous attaquer aux causes profondes des troubles dont continue de souffrir Haïti, et cela englobe le fardeau historique de la dette qui entrave les perspectives de développement de son peuple. Comme l'a reconnu le président Macron, exiger d'Haïti qu'elle paye pour son indépendance était injuste. Cette reconnaissance est un pas en avant bienvenu. Monsieur le Président, j'en viens maintenant à la situation de mon propre pays. Nous sommes un petit État épris de paix. Nous avons enduré des menaces et une agression répétée de la part de la République bolivarienne du Venezuela. La controverse territoriale entre nos États fait maintenant l'objet d'un processus à la Cour internationale de justice qui a affirmé à 2 reprises sa compétence. Et en 2023, la CIJ, à travers des mesures provisoires, a ordonné au Venezuela de s'abstenir de modifier le statu quo. Et pourtant, le Venezuela persiste à coups de lois unilatérales et de menaces d'annexion, foulant aux pieds de façon flagrante le droit international, la Charte des Nations Unies et les principes mêmes qui sous-tendent l'ordre mondial. Si les droits d'un petit État peuvent être ainsi foulés aux pieds, si des ordonnances juridiquement contraignantes peuvent être ignorées, de quelle forme de protection peuvent bénéficier les nations au regard du droit international? Et pourtant, le Guyana continue de faire confiance au droit international. Pour nous, les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-ingérence sont non négociables.
Nous ne reculerons jamais face à la coercition, aux intimidations, aux mesures unilatérales. Nous remercions nos partenaires internationaux et nos alliés pour leur solidarité. Monsieur le Président, alors que l'ONU célèbre son 80e anniversaire, l'heure est venue de procéder à un échange franc et sincère au sujet de Cuba. Un échange qui doit permettre enfin la prospérité de son peuple, doit permettre à Cuba de pleinement exploiter son potentiel pour sa propre population et pour le reste du monde. Il faut absolument, avant tout, que soit levé l'embargo dont est victime Cuba et que le pays soit radié de la liste des États qui appuient le terrorisme. Autre thème très important dans notre région, les efforts collectifs que nous devons tous mener contre le trafic de stupéfiants, le trafic d'êtres humains et les migrations illégales. Nous appuyons les efforts de la communauté internationale pour lutter contre ces fléaux qui dévastent la vie de nos populations et notamment de nos jeunes. La région doit continuer d'être chef de file en matière d'efforts pour renforcer la démocratie, promouvoir la bonne gouvernance et pour que soit respectée la volonté de nos citoyens lorsqu'ils veulent déterminer librement leur gouvernement à travers des élections libres et régulières. Monsieur le Président, cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration et du plan d'action de Beijing. Cette déclaration reste une feuille de route essentielle pour parvenir à l'égalité entre les genres qui, malgré de grands pas en avant, n'a pas encore été réalisée dans la plupart des régions du monde. Au Guyana, nous avons réalisé des investissements stratégiques pour renforcer les capacités des femmes et des filles et leur permettre d'avoir accès à des postes à responsabilité. C'est évident aujourd'hui, les fruits sont là. Davantage de femmes ont assumé des fonctions de direction au sein du gouvernement, au Parlement et dans les secteurs publics comme privés. Nous sommes parvenus à la parité dans le secteur de l'éducation à tous les niveaux et avons promu l'autonomisation socio-économique des femmes à travers des mesures pour la propriété foncière, la propriété immobilière et différentes perspectives sur le marché de l'emploi dans des secteurs traditionnels comme émergents. Pour permettre aux femmes de participer sur un pied d'égalité et de façon concurrentielle à la force de travail, le gouvernement propose des formes d'appui aux soins à apporter aux enfants, y compris avec des crèches de jour comme de nuit qui sont proposées. Monsieur le Président, la survie de nos peuples, de nos économies et de notre planète dépend des progrès que nous faisons vers la réalisation des objectifs de développement durable. Nous devons adopter une approche axée sur la personne humaine, accordant la priorité à la lutte contre la pauvreté et la faim, la protection de l'enfance, l'appui aux personnes handicapées et l'autonomisation des jeunes. La paix, la stabilité, le développement durable ne peuvent exister en vase clos, isolément de la nécessité urgente de lutter contre les changements climatiques qui représentent une menace existentielle pour les plus vulnérables et pour notre avenir à toutes et tous. De nouveau, nous vous appelons à agir en mettant les bouchées doubles et en faisant front commun pour endiguer le réchauffement climatique. Nous continuons de joindre l'acte à la parole. Nous protégeons nos forêts. Nous avons investi pour défendre nos mers et nos rivières. Nous améliorons nos systèmes d'irrigation et d'assèchement. Nous restaurons les écosystèmes de mangroves pour protéger notre peuple, nos terres, nos moyens de subsistance. Notre stratégie pour un développement économe en carbone à l'horizon 2030 montre que la croissance économique et la préservation de l'environnement peuvent aller main dans la main. Nous avons été le premier pays à bénéficier d'une certification RED+, à bénéficier de la certification d'excellence environnementale dans le cadre donc de ce mécanisme de lutte contre la déforestation. Nous avons aussi réussi avec succès à vendre des crédits carbone et nous montrons que la nature, par là, a une valeur tangible et que l'innovation et le sens des responsabilités peuvent être récompensés. Nous appelons la communauté internationale à apporter des financements prévisibles et accessibles pour l'action climatique, à appuyer l'adaptation et la résilience et à embrasser des solutions basées sur la nature.
Monsieur le Président, cette année, nous célébrons le 10e anniversaire des objectifs de développement durable. Et pourtant, la lenteur de la réalisation de ces objectifs et les retours en arrière constatés dans de nombreux domaines doivent nous pousser à tirer la sonnette d'alarme. La promesse de 2030 est en péril. Nous appelons à faire preuve d'un engagement international renouvelé en faveur du financement pour le développement. Il faut notamment que soient tenues les promesses faites en matière d'aide publique au développement. Il faut mobiliser des ressources à l'échelle nationale et lutter contre le fardeau de la dette insoutenable qui entrave les progrès dans bon nombre de pays en développement. Pour relever ces défis en matière de développement, il faut reconnaître que la santé de nos écosystèmes est indissociable de la réalisation des objectifs de développement durable. Nous sommes fiers d'avoir convoqué le premier sommet de l'Alliance mondiale pour la biodiversité à Georgetown en juillet 2025. Cet événement a rassemblé plus de 140 pays, organisations, groupes communautaires, dirigeants autochtones, scientifiques et institutions financières. La déclaration de Georgetown, adoptée par cette large coalition d'acteurs divers, a permis d'envoyer un message clair et urgent. La biodiversité est un bien public mondial. Sa protection doit être intégrée dans les plans nationaux de développement, les stratégies climatiques nationales et nos cadres financiers. Lors de ce sommet, en faisant fond sur la promesse faite de multiplier par 2 les zones protégées d'ici à 2025 et d'attendre l'objectif 30 x 30 d'ici à 2030, nous avons souligné la nécessité urgente de mettre en place des mécanismes de financement innovants, y compris des crédits pour la biodiversité, des obligations vertes, des échanges dettes contre actions pour la nature. Nous sommes attelés activement à l'étude de cette idée de crédit biodiversité pour créer des sources de revenus viables pour nos communautés vivant en zone forestière en faisant fond sur le succès de notre expérience en matière de crédit carbone. Nous avons signé un mémorandum d'accord avec le Centre de Yale pour la biodiversité et le changement global pour co-développer un système d'information national relatif à la biodiversité, la colonne vertébrale numérique de la préservation de l'environnement. Nous apportons la preuve que le développement économique et la préservation de l'environnement peuvent aller la main dans la main. Nous voulons utiliser le gaz naturel qui fera office de pont pour nous détourner de combustibles fossiles polluants et investir dans l'énergie solaire, éolienne et autres énergies renouvelables. De cette façon, nous voulons faire baisser les coûts de l'électricité pour nos citoyens et nos entreprises tout en garantissant un accès universel à une énergie abordable, fiable, viable et moderne. Nous nous montrons ambitieux en matière d'infrastructures énergétiques. Les changements climatiques représentent une menace existentielle, mais la réalité est tout simplement que le monde a tout de même besoin d'énergie. Venant du pétrole pour sa croissance et son développement, la demande en la matière va croissant. C'est essentiel pour la survie de nos économies. L'intelligence artificielle et la numérisation donnent un coup de fouet extraordinaire à cette demande. Comme vous le savez, le Guyana est rapidement en passe de devenir l'un des principaux producteurs d'énergie par tête. Nous avons trouvé un équilibre délicat entre notre action verte, écologique et cette production énergétique. Nous allons utiliser nos vastes réserves de gaz à travers un projet énergétique révolutionnaire en la matière. Nous utiliserons cette ressource et tireront parti de notre emplacement géographique stratégique pour établir un centre de données d'intelligence artificielle de très grande échelle. En général, les centres de ce type se trouvent rarement sur des territoires d'une taille similaire. La mise en œuvre de ce projet, un projet de cette échelle, est donc une source d'immense fierté pour le Guyana. Cet investissement permettra d'améliorer la compétitivité de notre région, d'accélérer sa numérisation. Il s'agira de bâtir un nouveau système, un nouvel écosystème plutôt technologique et financier, moderniser
la fourniture de services gouvernementaux et d'accélérer les investissements privés. Cela s'accompagnera de possibilités sur le marché de l'emploi. Nous reconnaissons la nature indispensable de l'intelligence artificielle pour notre avenir à tous. Cependant, même si cette technologie s'accompagne d'avantages immenses, il faut réfléchir aux questions d'équité, d'accès, d'application. Il est urgent de nous doter de règles, de normes éthiques, de mécanismes de gouvernance. À cet égard, nous nous félicitons de la récente décision de l'Assemblée générale d'établir 2 mécanismes mondiaux de gouvernance de l'IA. J'en viens maintenant à la sécurité alimentaire. Nous sommes chefs de file dans les efforts déployés pour promouvoir le projet de la CARICOM pour les systèmes agroalimentaires Vision 2030. Il s'agit de permettre une hausse marquée de la production alimentaire, de mettre fin à la faim et de garantir la sécurité alimentaire dans toutes les Caraïbes. Notre expérience montre qu'investir de façon stratégique et faire preuve de volonté politique permet de transformer les systèmes agricoles régionaux et nationaux. Nous appelons à transformer ces systèmes pour qu'ils soient plus résilients, viables et équitables, en consolidant la protection à l'échelon local et en réduisant la dépendance vis-à-vis des marchés instables. Nous sommes prêts à partager notre expérience avec nos partenaires pour garantir à toutes et tous un accès à une nourriture saine. Alors que l'ONU célèbre son 80e anniversaire, n'oublions pas qu'elle a vu le jour non pas dans une situation de confort, mais en temps de crise. Elle est née sur les décombres d'un monde ravagé par la guerre pour servir de boussole morale à l'humanité. Cette responsabilité est encore plus urgente aujourd'hui qu'à l'époque. Si nous voulons que l'ONU reste le meilleur espoir de l'humanité, elle doit faire face avec fermeté aux agressions et rester pleinement saisie des grands dossiers de notre époque. Nous devons nous montrer audacieux, admettre que nous devons procéder à des modifications institutionnelles pour permettre le succès de notre organisation. Notre génération ne sera pas jugée à l'aune de l'éloquence de nos discours, mais à l'aune de nos actes concrets. Depuis les ruines de Gaza jusqu'aux rues haïtiennes de Kiev, aux côtes des petits États insulaires qui sombrent dans l'océan, les peuples du monde entier exigent plus que des mots. Pour honorer comme il se doit notre organisation à son 80e anniversaire, nous devons agir avec courage, associer à nos principes des actions robustes et nous engager une fois de plus en faveur du rêve d'un monde uni, non pas par la crainte ou la force, mais par une destinée commune et un espoir éternel. Merci. Le président de la République coopérative du Guyana.